Rossella Schneider-Mapangotti. Je travaille comme naturopathe, psychopédagogue et consultante de métamédecine. Je vais t'accompagner au fur des semaines pour lire ensemble le livre « J'ouvre la porte à ma nouvelle vie ». C'est un parcours qui te permettra de voir tes faiblesses, tes difficultés, de comprendre l'origine de ces difficultés, de certaines dynamiques et de choisir d'ouvrir la porte à cette nouvelle vie. Comment mettre en place des nouvelles dynamiques, des nouvelles relations, des nouvelles pensées, des nouvelles équations. Mais ça, on va le découvrir à fur et à mesure. Bonjour, bienvenue à cette quatrième rencontre des clés du bonheur et du bien-être. Aujourd'hui, on va découvrir la mémoire émotionnelle. Qu'est-ce que c'est la mémoire émotionnelle? La mémoire émotionnelle, c'est une fonction que chaque individu a et qui a une fonction de survie. Quand on est, on n'a pas encore de mémoire, on n'a pas encore d'expérience et à fur et à mesure qu'on fait des expériences, ces expériences sont enregistrées dans notre cerveau et cela nous aide à avoir des souvenirs, mais surtout à élaborer des dynamiques, des schèmes d'action, des programmes pour pouvoir les utiliser plus tard. Notre mémoire émotionnelle s'appelle justement émotionnelle parce que les souvenirs sont enregistrés sur la base des émotions qu'on a vécues. Des émotions qui peuvent être agréables, des émotions qui peuvent être désagréables. Et à partir de là, il y aura bien des systèmes, des programmes d'action qui se mettent en place. Mais on va découvrir la mémoire émotionnelle. Nous allons découvrir ensemble la mémoire émotionnelle. Toute personne a une mémoire émotionnelle pour une simple raison. Parce que chaque expérience doit être enregistrée, mémorisée, pour que, par la suite, on puisse utiliser l'expérience du passé pour faire des choix dans notre vie. Comment est-ce que ça marche? Quand on vit un événement, n'importe quel événement, cet événement a toute une série d'informations, des perceptions, des sensations, des émotions, des pensées. Et toutes ces informations arrivent à la personne, ou mieux, arrivent à son cerveau. Qu'est-ce que fait son cerveau? Le cerveau fait une élaboration de toutes ces informations. Elle les analyse, elle regarde, elle fait des évaluations, et à partir de toutes ces évaluations, il y a une interprétation qui est donnée. Une interprétation qui est individuelle, personnelle. Si l'événement est extérieur, l'événement est objectif, l'interprétation ne l'est pas. C'est quelque chose qui vient de l'individu. Et surtout, ça donne naissance à une signification. Et la signification que je donne à un événement, c'est ça qui donne la couleur à cet événement. Donc, c'est l'interprétation que je donne qui fait en sorte que je décide si cette expérience a été agréable ou désagréable. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand je décide qu'une expérience a été agréable, la signification que j'ai donnée à une expérience est positive, je vais classer cette expérience comme quelque chose d'agréable à répéter. Dans un deuxième temps, quand je vis une situation semblable, quand je retrouve quelques-unes, même seulement quelques-unes des informations qui étaient présentes à cet événement, je vais activer mon système d'action et donc je vais agir. Mais parfois, l'interprétation que je donne est exactement le contraire. Et la signification, ça donne le résultat de quelque chose de désagréable. Cet événement, cette situation a été désagréable, donc je vais le classer comme quelque chose à éviter. Ce type de mémoire émotionnelle va donner naissance à l'inhibition. Qu'est-ce qui se passe après? Quand on a donné une interprétation, une signification, on arrive à avoir des conclusions.
Et à partir des conclusions, je vais créer des équations. L'équation, c'est celle qui reste dans ma mémoire émotionnelle et c'est celle qui va diriger les choix par le futur. Mais on va voir un exemple concret. Anaïs, c'est son premier anniversaire et elle reçoit un beau gâteau avec une belle bougie. Et comme c'est la première fois qu'elle voit une bougie et même un gâteau, elle veut prendre la bougie et hop, elle se brûle. Voilà toutes les informations qui sont liées à cet événement, l'anniversaire, le gâteau, la bougie et, hélas, aussi la brûlure qui fait du mal. Alors, on a bien de chance que l'interprétation, la signification qui va sortir de cet événement, c'est la bougie, la flamme, la chaleur, c'est désagréable et donc c'est à éviter. Lors de son deuxième anniversaire, Anaïs va se souvenir l'équation qu'elle a enregistrée, bougie égale chaleur égale douleur égale à éviter. Donc, c'est une équation qui lui est favorable parce qu'elle ne va plus aller avec sa main vers la bougie. On va prendre maintenant un autre exemple. Jean qui a des parents qu'il aime beaucoup et les parents travaillent très fort pour lui acheter des jouets, pour l'amener en vacances, pour lui donner toute une belle vie. Jean, il est fils unique et souvent il est seul. Il est avec des nounous ou bien à la crèche quand il était plus petit. Et là, parfois, il s'ennuie de ses parents. Mais qu'est-ce qui se passe? Un beau jour, Jean est enrhumé, il a de la fièvre, il est au lit. Et les parents, ils vont rester toute la journée avec lui pour le soigner, pour le câliner, pour qu'il puisse guérir en toute vitesse. Donc voilà l'événement, Jean qui est malade, toutes les informations, le fait désagréable d'être malade, mais le fait très très agréable d'avoir les parents pour lui, qui lui donnent les attentions, qui jouent avec lui, qui lui font les câlins. Alors, se pourrait-il que l'équation qui reste dans la mémoire émotionnelle de Jean, c'est être malade égale l'attention des autres. Qu'est-ce qui se passe par le futur? Chaque fois qu'il a envie d'avoir des attentions, il pourra avoir un petit bobo, un petit quelque chose pour recevoir les attentions. Alors là, on se pose la question, est-ce que cette équation, elle est vraiment favorable ou pas tout à fait? Prenons aussi encore un autre exemple. Yvette qui a une fille qui s'énerve assez facilement. Quand elle ne réussit pas à faire quelque chose, elle crie. Et les adultes autour d'elle, qu'est-ce qu'ils font? On lui dit, et non Yvette, c'est pas bien de crier, c'est pas bien de s'énerver, faut pas faire ça. Yvette, elle se dit, être énervée égale être grondée égale désagréable égale à éviter. Ce qui peut devenir comme équation, exprimer son mécontentement égale être grondée égale à éviter. Mais qu'est-ce qui se passe quand elle sera adulte? Peut-être elle va vivre des situations dans lesquelles elle n'est pas d'accord ou bien elles se sont contrariées, mais comme on lui a dit non, ça se fait pas, c'est pas bien de râler, c'est pas bien de crier, c'est pas bien de dire quand quelque chose ne va pas, elle pourra, au lieu de parler, s'enfermer en elle-même et toute cette colère la renverser contre elle-même. Est-ce que c'est favorable, cette équation? Est-ce qu'on va les garder longtemps, les équations? La mémoire émotionnelle est très importante pour comprendre qu'on a des équations, quelles sont les répercussions des équations, est-ce que ces équations nous sont favorables ou pas. Et une fois qu'on les a découvertes, on pourra aller changer l'interprétation. Comme on vient de voir, toute expérience crée une mémoire qui a la couleur de l'émotion, du sentiment ressenti lors de cette expérience. Parfois c'est très évident, mais d'autres fois ce n'est pas si évident. On se pose la question, quelle est la conséquence des équations qui se sont créées dans notre mémoire émotionnelle? Je vais vous amener quelques exemples. Si tu me laisses ici, tu ne m'aimes pas. Ça, c'était une équation que petite fille de 10 ans avait créée dans sa tête. Quand son papa venait la chercher, les parents étaient divorcés, pour passer le fin de semaine avec elle, comme il était toujours très occupé, il avait beaucoup de choses à faire, il amenait la petite fille chez la grand-mère, où il y avait les tantes, les cousins, les cousines,
pour qu'elle puisse s'amuser, pour qu'elle puisse passer des bons moments pendant qu'il travaillait, qu'il faisait ses travaux. Quand la voiture arrivait devant la maison de la grand-mère, la petite fille pensait: tu me laisses encore une fois ici, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Peut-être je suis pas assez bonne pour toi. Elle descendait de la voiture et elle restait. Bien sûr, elle s'amusait, elle jouait, mais en elle-même, il y avait ce sentiment de ne pas être aimée. Quelle a été la répercussion pour cette petite fille quand elle était plus grande? C'est pas 100 fois qu'elle peut partir en vacances, en week-end avec son mari. Et c'était longtemps qu'ils ne partaient plus ensemble parce qu'ils avaient eu des enfants et donc c'était un peu la première fois qu'ils pouvaient partir. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient avec beaucoup de monde. Et à un moment donné, il y a eu un petit accident de voiture pour d'autres personnes, ce qui a fait qu'ils ont appelé pour qu'on aille les chercher. Et le mari, il dit: OK, je vous laisse ici parce qu'ils étaient plusieurs en voiture, je vous laisse ici et je vais les chercher. Et en ce moment-là, cette femme, elle commence à ressentir de la colère, elle commence à être mal à l'aise. Elle ne comprend pas. C'était logique que lui, qui avait une voiture qui fonctionnait, allait chercher les autres qui avaient eu ce petit accident de voiture. Au niveau logique, c'était très clair, mais au niveau du ressenti, en elle-même, elle était vraiment mal à l'aise. Alors, on a essayé de comprendre ensemble qu'est-ce qui s'est passé quand le mari a dit: je te laisse ici et je repars. La question qu'on a posée à cette femme, c'était: est-ce que tu t'es déjà trouvée dans cette situation? Et là, le souvenir est arrivé. Oui, je me souviens, quand mon papa venait me chercher pour le fin de semaine, il m'amenait chez la grand-mère, chez les tantes, et puis il repartait. Mais moi, c'était avec lui que je voulais rester. Je voulais pas rester avec les autres. Et c'est exactement ce qu'elle avait vécu. En comprenant ça, elle a pu aller rechercher la petite fille, elle a pu donner une autre signification, elle a pu aider la fille à avoir une signification différente. Non, papa, il ne part pas parce qu'il ne t'aime pas. Il part exactement parce qu'il t'aime beaucoup. Il ne sait pas quoi faire avec toi. Il te laisse avec ta grand-mère et tes cousines et tes tantes pour que tu puisses t'amuser. Moi, je veux rester avec mon papa. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va lui dire. Et dans un état de relaxation profonde, on a été chercher cette petite fille, on l'a retrouvée dans son sentiment de ne pas être aimée. L'adulte l'a aidée à parler à son papa, à lui dire son désir, pour que le papa puisse lui dire: si c'est ça ton désir, mais bien sûr que je vais t'amener avec moi. Et dans l'imagination, la petite fille est avec son papa, elle est là, elle aide son papa dans ses travaux. Et après, la petite fille était apaisée, était contente. Elle avait le sentiment d'être aimée. Et de même aussi la grande, l'adulte, qui pouvait se sentir aimée, même si son mari partait pour chercher d'autres personnes, juste parce qu'elles avaient un petit inconvénient. Une autre équation, c'est: pour être aimé, il faut être parfait. Quand on a cette équation, se pourrait-il que dans l'enfance, on a vécu des situations dans lesquelles nos parents voulaient nous encourager et ils nous disaient: la prochaine fois, tu peux faire un peu mieux. Et dans quel but les parents disent ça à leurs enfants? C'est pour les encourager à sortir tous leurs talents, à grandir, à s'améliorer. Mais quand l'enfant reçoit cette phrase, il peut se dire: je ne suis pas assez, je ne suis pas à la hauteur de ce que les parents s'attendent de moi. Comment est-ce qu'ils peuvent m'aimer? Mais son besoin d'être aimé, il est tellement fort qu'il commence à tout faire pour être parfait, pour être aimé. Qu'est-ce que cela peut donner dans le temps, dans la vie? Cela peut donner le sentiment que pour réussir dans la vie, on doit tout faire, on doit être parfait. Et est-ce que c'est possible d'être parfait? Non, il y a toujours un moyen de s'améliorer, heureusement. Mais si je vois ça comme je dois le faire pour être aimé, alors cela devient lourd et difficile à supporter. Il est donc important de comprendre que toutes les situations de difficulté, de malaise que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, elles ont des racines dans une expérience du passé, une expérience qui a été vécue avec des couleurs émotionnelles. Heureusement, il y a plein d'expériences qui ont eu les belles couleurs de la joie, et c'est ces expériences que quand on pense, on a un grand sourire qui nous revient, et c'est aussi une ressource. Mais on a aussi des expériences dont les couleurs, c'était des couleurs ternes,
de la tristesse, de l'abandon, du refus, du rejet, de la colère, quand on se retrouve à vivre des expériences qui ressemblent, dans lesquelles on a quelques éléments, quelques informations qui se retrouvent, se pourrait-il qu'au niveau de notre cerveau limbique, on a une réponse qui peut être une réaction, soit pour se protéger de quelque chose qu'on n'a pas aimé, soit pour éviter, soit pour répéter quelque chose qui nous a été apparemment favorable, mais qui a en soi aussi des inconvénients, comme dans le cas de l'enfant qui avait ses attentions quand il était malade. La prochaine fois, nous allons voir comment est-ce qu'on peut changer le film de notre vie. À bientôt.